Ça fait un moment déjà que j'ai envie de prendre un café au Culturel 2.0 avec Michel Jean. Il est là ce matin, malgré un meeting de production qui est quotidien, qui se déroule vers les 8 heures du matin. Et là, sa journée, j'ai l'impression, comme chef d'antenne, est déjà prête. Alors, il ne me reste plus qu'à souhaiter la bienvenue. Michel Jean, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Winston, très content d'être avec vous. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mot fascination. Et je te dis pourquoi en deux mots. Tu as des journées complètement remplies, tu donnes des conférences. Euh, bon, et tu es très généreux de ton temps et tu t'adresses et tu réponds à tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus par rapport à ton écriture, par rapport à qui tu es, par rapport à ta culture. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais te demander de faire un bref rappel avant qu'on s'embarque sur Clinique de ce que tu as publié jusqu'à maintenant. C'est ton quoi, cinquième, sixième livre? Ah non, c'est rendu mon 10e, je pense. Oh, J'ai écrit plusieurs romans. Mon premier livre s'appelle Envoyé spécial, ça parle en fait à partir d'expériences que j'ai vécues sur le terrain comme envoyé spécial. Ça raconte les dessous des équipes d'envoyés spéciaux, pas juste les journalistes. Ensuite, j'ai écrit un roman où le personnage est un journaliste qui se passe en Haïti au moment du départ de Jean-Bertrand Aristide, que j'ai couvert et que j'ai interviewé. Donc, tu sais, on était dans un environnement que je connaissais. Ensuite, j'ai écrit un autre roman qui était un roman sur le point de vue masculin sur l'amour. Puis j'ai écrit Atokelinu, qui est paru en 2012, qui était mon premier roman autochtone. Ensuite, j'ai écrit Le vent pendant l'encore, qui était un roman aussi sur les pensionnats. Et j'ai écrit La belle mélancolie, Tsunami. Mais il n'y a aucun de ces livres-là qui a vraiment eu des gros succès. On n'en vendait pas beaucoup. Puis c'est vraiment à partir de Cocum. Donc, les gens ont l'impression parfois que j'écris depuis peu, mais en fait, ça fait déjà plusieurs livres que j'écris. Et ben, après Cocum, ben là, les gens ont plus remarqué ce que je faisais. Mais moi, ça fait longtemps que j'écris. mais j'ai le sentiment que l'écriture a toujours été au sein de ta vie, même plus jeune, même adolescent. Oui, parce que moi, ben, je pense qu'à la base, je suis un lecteur. Puis quand j'étais jeune, j'étais vraiment un lecteur précoce, là. Tu sais, j'étais le jeune fatigant qui demandait toujours qu'on lui lise son histoire. Puis ma mère me racontait que mon grand-père, à un moment donné, je suis sur ses genoux, puis je demandais de lire mon livre d'histoire. Puis mon grand-père, il dit, il avait pas ses lunettes, mais moi, c'est pas grave, je vais le lire à ta place. Je savais pas lire, mais je savais exactement tout ce qu'il se disait sur la page. C'était comme si je lisais. Puis j'ai lu jeune, tu sais, à mon époque, moi, il n'y avait pas autant de littérature jeunesse, mais il y en avait quand même, des petits livres pour enfants, après ça, des livres pour ados, après ça, j'ai lu beaucoup de science-fiction, puis après ça, j'ai lu des essais, des bios pendant longtemps, puis des romans. Et, euh, et donc, tu sais, j'ai toujours été un lecteur, j'ai toujours rêvé d'écrire. Euh, Puis à un moment donné, j'ai été comme happé par le journalisme. Tu sais, Winston, c'est un métier que tu as fait pendant longtemps. Ça, ça peut nous happer, puis on peut être pris par ça pendant des années. C'est comme un tourbillon. Et c'est un peu un hasard qui m'a amené à l'écriture à un moment donné, mais écrire, lire, tout ça, ça a toujours fait partie de de comment tu sais, c'est de moi, je dirais, d'une certaine manière. Et maintenant que j'ai commencé à écrire, ben, je ne me vois pas arrêter non plus. Parce que ça me permet vraiment d'aborder des sujets qui sont chers à moi et qui sont importants pour moi. C'est véritablement avec l'apparition de Cocum que tout a pris une dimension qui est devenue, à ce jour, planétaire. Ouais, ben ouais, mais c'est vrai que c'est vrai que ça a été quand même quelque chose, honnêtement, dont moi, tu sais, je pensais même pas que je pouvais rêver à ce que Coco m'a ouvert comme porte quand même. Parce que en même temps, j'ai toujours été un voyageur. Comme journaliste, j'ai beaucoup voyagé. Puis j'ai toujours rêvé avec mes livres de faire ça. Même avant, je m'étais pris un agent littéraire pour travailler moi-même les marchés étrangers. Il a fallu Cocum, une petite maison d'édition, puis petit à petit. On dirait que pour moi, c'est toujours le travail de longue distance qui marche. Je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais maintenant, tu sais, il y a des endroits, des pays comme par exemple l'Allemagne où ça marche super bien. On n'en vend pas des masses, mais par rapport à ce qu'ils vendent là-bas, c'est super bon. Les livres, ils commencent à avoir des articles dans les journaux à chaque fois que mes livres sont publiés. Puis quand je vais là-bas, les gens sont contents que j'arrive, j'ai des entrevues. Tu sais,
J'arrive pas comme avec rien. Fait que ça, c'est super. En France, c'est la même chose. Tu sais, Cocum, on est rendu à 50 000 copies en France quand même, là. Fait, que fait que les gens me connaissent maintenant comme l'auteur de Cocum, lisent, commencent à lire mes autres livres aussi. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui se bâtit une pierre à la fois. Il faut beaucoup d'humilité et de patience. Et surtout pas penser que ça arrive, puis qu'après ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait son chemin. Tu sais. Moi, je crois à ça. J'y vais assez souvent, puis quand je peux, je fais des librairies. Je suis allé dans le temps des fêtes, j'ai une petite librairie, mais la librairie était pleine quand on a fait de la conférence. C'était leur record d'écoute. Les autres ils étaient contents, il y avait des gens. Mais tu sais, je crois à ça, moi, bâtir un public, se créer un public avec le temps, puis avec leur donner du temps. Alors moi, j'aime ça, de toute façon, parler de livres, parler de ce que je fais, tout ça. C'est tellement solitaire un travail d'écrivain que peut-être qu'on est, on est peut-être plus ouvert à en parler à un moment donné. Faut dire, Michel, qu'il y a une soif. Il y a une soif d'apprendre cette culture, ou la tienne, mais c'est une soif qui est aussi très présente en bas. C'est-à-dire qu'on a soif de savoir c'est quoi être Inuit, c'est quoi, comment ça se passe là-bas, dans quelles conditions météorologiques Ouais. est-ce qu'ils vivent, dans quelles conditions sociales. Tu sais, je veux dire, c'est quand même très touffu. Mais en fait, c'est vrai ce que tu dis. Et je dirais même que souvent les gens me disaient, ah, Michel, toi, ça marche bien en Europe, tes livres, on sait bien, hein, les Français, ils débarquent à Wendake en autobus, puis ils s'achètent des tomahawks en plastique made in China. Puis je leur dis tout le temps, non, 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 c'est pas ça, cet aspect-là qui plaît aux gens. Ce qui plaît, c'est, je pense que en Europe, la question du droit des premiers peuples, au Canada, au Québec, mais aussi en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Nouvelle-Zélande, en Australie, les Samis dans le nord de l'Europe, qu'on appelait les Lapons auparavant. C'est vraiment des questions maintenant qui sont d'actualité planétaire, ce qui fait que les gens s'y intéressent. Et au Québec, je pense que les gens ont réalisé, avec la Commission Vérité et Réconciliation, la découverte de ce qui est arrivé avec les pensionnats, les gens qui ont lu Cocum, d'autres livres autochtones. Puis moi, je leur dis toujours, vous savez, c'est aussi votre histoire. Parce que c'est l'histoire qui s'est passée sur ce continent sur lequel on vit, dans ce pays dans lequel on vit. Tu sais, un exemple, là, Winston, il y a 3 4 ans, ils ont fait découvert à Machouillat, dans ma communauté, des artefacts en démolissant un vieux building. Les archéologues sont allés et ça a permis aux archéologues de faire la démonstration d'une preuve de vie permanente. Tu sais, je ne dis pas qu'il y a 300 ans, il y a 2000 ans, il y avait des gens qui vivaient là, une vie permanente, là. Donc, les gens vivent à Maastricht depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'il y a déjà. Je veux dire, quand on était là, c'est plus de 2000 ans avant que les Grecs inventent les Jeux olympiques. Tu sais, je veux dire, les gens vivent là depuis 5000 ans, mais ce n'est pas dans nos livres d'histoire. Mais pourtant, nous qui vivons au Québec, quelle que soit notre origine, ça fait partie de notre histoire. Donc, ces histoires-là, je pense qu'à un moment donné, on est rendu là. Et les gens s'y intéressent aussi parce qu'ils se sentent concernés. Ben, il y a cette, oui, cette réalité-là, mais en même temps, il y a les gens ont de plus en plus le goût d'en savoir de plus en plus. Tu sais, Oui. dire, toi, trouve une porte qui est très personnalisée, qui est très subjective dans ton propos, mais en même temps, écoutons la vraie histoire. Tu sais, on nous a raconté une histoire. Faut être Voilà. très clair avec ça. Ben voilà, donc, tu sais, moi j'ai étudié en histoire à l'université et je ne sais pas combien de dizaines de livres ont été faits sur l'impact de la conquête. Alors, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de Montréal, qui est l'école nationaliste, qui dit que la conquête, ça a décapité la société, c'est un drame. Il y a l'école de Québec qui dit non, 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 fédéraliste. Non, quelques nobles sont partis, ça continue à évoluer. On s'est intéressé à des questions comme cela pendant, on a dépensé des énergies incroyables sans jamais vraiment se préoccuper des premiers peuples, des gens qui vivaient avant la colonisation, ni même de l'impact que la colonisation a eu sur les sociétés autochtones. Et, tu sais, dans Québec, on en parlera tantôt, mais c'est récent. C'est pas juste des choses qui remontent à la Nouvelle-France. C'est un passé qui est récent. Euh, dans Cocum, tu sais, moi, je voulais parler de la sédentarisation forcée des Autochtones et de ses conséquences. Puis souvent, les gens me disent, ah, mais tu sais, les Autochtones, ils vivent dans des réserves parce que ça fait longtemps. Mais moi, je leur dis tout le temps, moi, ma grand-mère est née dans une tente en forêt, en territoire. Moi, je suis né à l'hôpital d'Alma.
Ça s'est passé entre ma grand-mère et moi. C'est pas si vieux que ça, là, tu sais, je veux dire, ça date pas de Louis XIV. Et, euh, et donc, je pense qu'on a cet intérêt-là aussi. Et pour moi, c'est vraiment important parce que, tu sais, honnêtement, il était temps que ça change, là, tu sais, puis ça ne peut pas durer encore avec l'histoire comme elle était. Puis, je veux dire, tu sais, quand on voit si tu vas dans une réserve autochtone, tu vas te rendre compte qu'il y a des problèmes dans la plupart des réserves. Mais ces problèmes-là, ils ont des causes, une origine. Ça s'appelle les pensionnats dans beaucoup de cas. Ça s'appelle le massacre des chiens nordiques pour les Inuits. Tout ça, ça fait partie de notre société. Donc, faut être au courant de ça. Et la littérature, moi, je pense que c'est un outil incroyable pour parler aux gens. Ouais, pour, pour diffusion, tu sais, je veux dire, c'est Oui, ça, oui. dans la histoire. Michel, j'aimerais ça qu'on s'attarde un peu sur Québec. J'ai lu encore une fois en vacances, comme c'était le cas avec Coco. Et c'est formidable comme lecture de vacances, soit dit en passant. Mais au-delà de ça, il faut dire que Québec, c'est une histoire d'amour entre deux types, un homme et une femme, dont on ne sait vraiment rien. Et là, on apprend dans cette très difficile façon de vivre comment ça se passe réellement. Oui, c'est une fiction, mais en même temps, on est dans la réalité avec ce jeune couple qui s'appelle Suluk et je ne sais pas les prononcer, Là, Uluwatu, c'est ouais. ça. Une histoire d'amour au départ. Oui, bien en fait, ce que je voulais raconter à travers cette histoire d'amour-là, je voulais que les gens, un peu comme j'avais fait avec Coco, même si le livre est différent, mais je voulais que les gens apprécient le mode de vie des Inuits parce que, un, on ne le connaît pas, deux, ça ne nous dit rien, trois, je veux dire, on ne peut pas l'apprécier si on ne sait pas c'est quoi. Donc, je voulais montrer aux gens que c'était un mode de vie qui avait ses lettres de noblesse, qui avait ses défis, mais ses bons côtés. C'est totalement différent de la façon dont les gens vivent ici, dans le Sud, mais c'est adapté au territoire où ils vivaient. Ils vivaient en santé, en forme, et il y avait mais c'était dur, tu sais, la vie était consacrée à rechercher de la nourriture, puis ça a ses contraintes. C'est difficile, mais c'était quand même, je trouvais quelque chose qui, pour moi, était important. Je voulais que d'abord les gens comprennent pourquoi les Inuits, ça les a tant brisés, et aussi le lien qu'ils avaient avec les chiens sans qui il n'y avait pas de survie possible. Donc, l'histoire d'amour entre Ulaoyuk et Solu, c'est que ça, ça, ça nous permet nous initier d'une certaine manière, même si ce n'est pas didactique dans le livre, mais à cette société-là qui, encore une fois, existe au Québec depuis des centaines d'années. Arrive ensuite cette avocate dans le Grand Nord qui veut fouiller un homme, c'est-à-dire un autochtone, qui est silencieux, ne parle pas, et on apprend tranquillement que c'est lié à un phénomène important qui s'est déroulé il y a plusieurs années, donc la mort de deux policiers de la Sûreté du Québec à la retraite, tout à coup devient le centre de l'intérêt. Oui, ben, je voulais aussi le récit est en deux temps. Donc, on est avec Ulayoq et Solu. On ne sait pas au début exactement à quelle période de temps ça se passe. On est aujourd'hui avec cette jeune avocate dans le monde moderne. Euh, je voulais en réalité raconter le avant et après le massacre des chiens sans m'attarder trop au massacre comme tel. Je vais laisser aux Inuits le soin de le raconter et en même temps, je ne voulais pas tuer des chiens pendant 200 pages. Je ne serais pas capable de moi-même de supporter ça. Et donc, je voulais mettre en opposition ce que c'était avant, ce que c'est devenu après. Et je trouve que de cette manière-là, quand on comprend le lien entre l'avant et l'après, c'est là que, dans le fond, c'est là que la lumière s'allume et qu'on comprend un peu l'impact puis la conséquence, sans que je sois obligé de trop inciter puis que les lecteurs se sentent comme on est, si on fait la morale, on dénonce. Je voulais juste montrer qu'est-ce qu'il en était. Puis moi, c'est ma manière d'écrire. J'aime mettre en scène des situations qui ont existé avec des personnages fictifs, mais qui ont existé quand même, et que les gens puissent, les lectrices, lecteurs puissent se faire leur propre idée eux-mêmes. Ils voient ce qui se passe, ils ressentent des choses par rapport à ça, et ils se font leur propre idée. Je trouve que c'est ça qui comme écrivain, moi, est plus efficace parce que on fait plus ressentir des choses au lecteur puis à la lectrice comme ça qu'autrement. Alors, c'est pour ça que ça se fait en deux temps, puis des chapitres souvent courts qui alternent entre les deux.
Euh, on peut le qualifier, d'ailleurs, les libraires le qualifient comme roman vérité. Je trouve que c'est assez juste, merci. J'aimerais savoir, peut-être en conclusion, Michel, sur quoi travailles-tu en ce moment entre ton travail de journaliste, ton travail de conférencier, tes voyages à gauche et à droite, ici et ailleurs? Ben, là, j'ai deux projets sur lesquels je travaille, trois, en fait. Euh, Là, il y a un projet de film avec Annick Jean et Patrick Huard sur Rémic. Et donc, ça, moi, je commence à travailler sur le scénario. Puis ça c'est quelque chose qui m'enthousiasme parce que je suis très content de travailler avec eux. C'est des gens que j'adore. Euh, je pense à mon prochain roman, il n'est pas encore commencé à écrire, mais je suis en train de. Avant d'écrire, il faut que je sache exactement comment je vais le faire. Donc là, Je veux que ça parle des femmes autochtones assassinées et disparues. J'ai juste pas trouvé l'histoire, comment je vais le faire, mais je suis en train de. Le travail intellectuel, tu sais, c'est être assis dans le trafic puis penser à son histoire pendant une demi-heure. ouais, Tu sais, tu travailles, tu penses, OK, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? OK, telle affaire, telle chose. Ouais, ça marche pas. Tout ce travail-là, dans le fond, moi, je le fais, c'est comme que ça que je bâtis l'histoire dans ma tête. Mais une fois que j'ai l'histoire dans ma tête, je commence à l'écrire. Donc, je suis en train de travailler à ça. Puis, j'ai un projet de résidence littéraire pour auteurs autochtones en France que je suis en train de mettre sur pied, où le projet, c'est à partir peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, d'amener à chaque année un ou une auteur ou autrice autochtone en Bourgogne, puis là-bas d'organiser des activités littéraires pour les sortir de leur zone de confiance, puis de confort, puis les forcer à aller rencontrer les gens, parce que souvent, il y a des Autochtones qui vont être timides, etc. Donc, c'est les trois chantiers qui m'occupent actuellement en plus du bulletin TVA Midi de ce midi. Très heureux que Annick Jean soit intéressée. Moi, j'ai laissé d'ailleurs ton livre, Québec, à une productrice lors de mon passage en Floride qui a passé des petits moments là-bas. Et puis, elle m'a dit tout de suite, ah oui, 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 je veux le lire, je veux le lire. Alors, le Ouais, cinéma, ouais. c'est comme je sais pas quoi, mais c'est naturel comme finalité. Ouais, puis j'aime le défi que ça représente, tu sais, comme que de transposer quelque chose qui est dans un livre, Devenir dans un film. scénariste. Ouais, c'est pas exactement la même chose tout le temps, mais c'est un autre vocabulaire. Mais j'adore ça, puis ça va être, je suis certain que ça va être le fun. Alors, Michel, merci d'avoir pris le temps de prendre un café complet. Moi, c'est une prochaine ensemble. J'ai bien pas mal fini aussi. Et on sera à l'écoute ce midi sur LCN. Merci beaucoup, Michel. Ça fait un grand plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup, Winston, hein. À bientôt.